Ma mère a refusé de rencontrer mon fiancé, jusqu'à ce qu'il l'appelle, patiente numéro 307, à notre fête de fiançailles. Pendant 28 ans, j'avais été la parfaite fille Blackwood, posée, raffinée et douloureusement obéissante à la vision de ma mère. Chaque décision était filtrée par son approbation, chaque réussite mesurée à l'aune de ses standards. Je pensais m'être enfin libéré quand Daniel m'a demandé en mariage à un brillant psychologue qui voyait la vraie moi, ou du moins c'est ce que je croyais. Mère a refusé ne serait-ce que de le rencontrer, le qualifiant de « en dessous de notre famille ». Je me suis préparé à la bataille que je savais imminente lors de notre fête de fiançailles. Ce à quoi je n'étais pas préparé, c'était le moment où mon fiancé s'est approché de ma mère avec une coupe de champagne, a souri, et a prononcé ces mots qui ont tout fait voler en éclats, « Ravi de vous voir en dehors du cabinet, patiente 307 ». Alors que le cristal se brisait sur le sol en marbre et que les murmures de la société éclataient autour de nous, j'ai réalisé l'horrible vérité, je n'avais jamais été libre du tout, j'avais simplement échangé un manipulateur contre un autre. Ils prétendaient tous les deux m'aimer tout en m'utilisant comme un pion dans leur propre jeu tordu. Mais ils avaient oublié quelque chose de crucial à propos des femmes Blackwood, nous ne restons pas des pions bien longtemps. Juste avant de reprendre, j'adorerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Et si vous aimez ces histoires, assurez-vous de vous abonner, car l'épisode spécial de demain est un de ceux que vous ne voulez absolument pas manquer. Je n'aurais jamais pensé trouver quelqu'un comme Daniel. La plupart des hommes avec qui j'étais sorti m'écoutaient à peine quand je parlais, leurs yeux devenant vitreux alors que je partageais mes pensées. Mais Daniel était différent. Dès l'instant où nous nous sommes rencontrés à la collecte de fonds de l'hôpital pour enfants de Westfield il y a 6 mois, j'ai su qu'il me voyait vraiment. Vous ne vous contentez pas d'hocher la tête, je me souviens lui avoir dit ce soir-là, tandis que la vente aux enchères caritatives bourdonnait autour de nous. Daniel a souri, ses yeux bleus se plissant au coin. Des formations professionnelles. Je suis psychologue. L'écoute est ce que je fais de mieux. Cette nuit-là, nous avons parlé pendant des heures près de la fontaine à l'extérieur du lieu de l'événement, bien après que la plupart des invités soient partis. Je me suis surprise à partager des choses que je ne disais que rarement à quiconque, mes rêves d'ouvrir ma propre galerie d'art au lieu de travailler pour l'entreprise familiale, ma collection de disques vinyles vintage. Et même la fois où je me suis perdu à Paris à l'adolescence et où j'ai fini par passer la meilleure journée de mon voyage. Au cours des mois suivants, Daniel est devenu mon rock, mon confident, mon meilleur ami. Quand il m'a demandé en mariage lors de notre escapade en montagne, je n'ai pas hésité. J'ai dit oui. Puis est venue la partie difficile, le dire à ma mère. Eleanor Blackwood régnait sur la scène sociale de Boston avec des mains parfaitement manucurées. À 56 ans, elle en paraissait 45. Ses cheveux blonds, toujours impeccablement coiffés. Ses vêtements, exclusivement des marques de créateurs. Le nom Blackwood signifiait quelque chose dans cette ville, et ma mère ne laissait jamais personne l'oublier. Un psychologue ? La voix de ma mère dégoulinait de mépris alors que nous étions assises à notre table habituelle à l'Archemont, le restaurant de brunch huppé qu'elle considérait comme le seul endroit acceptable pour les repas du dimanche. Les thérapeutes ne sont que des psychiatres ratés qui n'ont pas pu entrer en faculté de médecine. J'ai remué mon mimosa intact, regrettant déjà ma décision d'annoncer la nouvelle en public. Il est brillant, maman. Il a un cabinet florissant en ville et fait du travail pro bono pour les vétérans. Vient-il d'une famille riche? Elle n'a pas levé les yeux de son toast à l'avocat qu'elle découpait en triangles précis. Ce n'est pas important pour moi. Ce qui veut dire non, a soupiré mère de manière dramatique. Ma chérie, tu es une Blackwood. Nous façonnons cette ville depuis des générations. Ton arrière-grand-père a construit la moitié des bâtiments du centre-ville. Ton grand-père a été maire. Ton père siège au conseil d'administration de 3 grands hôpitaux. Et tu veux faire entrer un thérapeute dans la famille. Je l'aime. L'amour? Elle a presque craché le mot. L'amour ne maintient pas un statut social. L'amour ne garantit pas des relations d'affaires. L'amour s'estompe. Mais les mariages avantageux perdurent. Ce n'était rien de nouveau. Toute mon enfance avait été une performance soigneusement orchestrée et dirigée par Eleanor Blackwood, leçons de piano, pas de guitare, ballet, pas de football, histoire de l'art, pas d'art plastique, Dartmouth, Pariste. Chaque choix était conçu pour maintenir l'image des Blackwood. Il me rend heureuse, ai-je dit, sachant que cela ne signifierait rien pour elle. Le fils de Jacob Sullivan vient d'être promu associé chez Wilson & Reed, a-t-elle dit en faisant défiler son téléphone. Il est célibataire, assez beau. Laisse-moi organiser un dîner. Maman,
je suis fiancé à Daniel. Je lui ai montré la bague, une émeraude vintage entourée de minuscules diamants. Ce n'était pas l'énorme solitaire en diamant que ma mère attendrait, mais c'était parfaitement moi. Elle y a à peine jeté un œil. Cela peut être défait discrètement. J'ai quitté le brunch ce jour-là avec une boule dans l'estomac et des larmes menaçant de couler. Autant pour le soutien maternel. Mon frère, James, a appelé ce soir-là. Alors, j'entends dire que maman est sur le sentier de la guerre à propos de ton fiancé, a-t-il dit, sautant complètement le bonjour. C'est grave à quel point, ai-je demandé, recroquevillé sur mon canapé avec un verre de vin. Pire que d'habitude. Elle a passé des coups de fil tout l'après-midi. James, de 2 ans mon aîné et l'enfant chéri de mère, avait toujours été mon allié contre ses pires tendances. Il avait réussi à répondre à ses attentes tout en préservant sa santé mentale, droit à Harvard, un cabinet prestigieux, un mariage avec Mélissa de la bonne famille. Mais il n'a jamais jugé mon chemin différent. Elle organise des rencontres accidentelles avec des célibataires éligibles, a poursuivi James. Le gamin Sullivan, l'héritier Reynolds, même ce type de Princeton dont la famille possède la moitié du Rhode Island. Je suis fiancé, James. C'est de la folie. Écoute, Serette, tu sais comment elle devient quand elle ne contrôle pas le récit. Tu te souviens quand j'ai voulu prendre une année sabbatique avant la faculté de droit? Elle a menacé de réécrire son testament. Elle ne veut pas rencontrer Daniel, ai-je dit en me massant les tempes. Elle n'essaiera même pas, donne-lui du temps. Nous avons un dîner de fiançailles la semaine prochaine chez Arlo. Viendras-tu? Papa a dit qu'il viendrait. James a hésité. Je serai là, mais ne t'attends pas à ce que maman vienne. Il avait raison. La veille de notre dîner de fiançailles, j'ai reçu un texto de mère, je ne soutiendrai pas cette erreur. Quand il te décevra inévitablement, ne viens pas pleurer chez moi. J'ai fixé mon téléphone, me sentant comme si j'avais été giflé. Même pour ma mère, cela semblait extrême. Notre dîner de fiançailles est devenu une étude des dynamiques gênantes. Mon père, Robert, est venu, l'air mal à l'aise dans son costume sur mesure, vérifiant sa montre à plusieurs reprises. Ma tante, Patricia, m'a serré chaleureusement dans ses bras mais a murmuré, « Ta mère finira par se faire une raison, ma chérie », avec de l'incertitude dans les yeux. James et Mélissa sont arrivés avec une bouteille de champagne chère et des sourires forcés. Tout le monde contournait l'absence de ma mère comme si c'était une présence physique à table. Elle sera à la fête de fiançailles, m'a assuré papa en partant, m'embrassant sur la joue. Je m'en assurais. Plus tard dans la nuit, Daniel m'a tenu dans ses bras alors que je pleurais dans notre chambre. Elle me déteste, et elle ne m'a même pas rencontré, ai-je sangloté contre son épaule. Elle ne te déteste pas, a-t-il dit en me caressant les cheveux. Elle a peur de perdre le contrôle. Comment le sais-tu? L'expression de Daniel a légèrement changé. Quelque chose a vacillé dans ses yeux que je n'ai pas tout à fait réussi à cerner. Fais-moi confiance. Je sais comment gérer les gens comme ta mère. C'est ce que je fais, tu te souviens? Elle finira par se faire une raison. Il y avait quelque chose dans sa confiance qui m'a calmé. C'était sa profession, après tout, comprendre les gens difficiles, naviguer dans les émotions complexes. Je me suis jeté dans la planification de notre fête de fiançailles avec une détermination renouvelée. Si mère ne voulait pas rencontrer Daniel en privé, elle devrait lui faire face lors d'un événement public, entouré de l'élite de Boston. L'image que renverrait le fait de manquer la fête de fiançailles de sa fille unique serait trop dommageable pour qu'Eleanor Blackwood elle-même l'ignore. « Es-tu sûr que ta mère viendra ?» demandait Daniel à plusieurs reprises alors que je finalisais la liste des invités à notre table de salle à manger. Papa a promis qu'il l'amènerait, ai-je dit, en adressant des invitations aux familles les plus importantes de la ville. Pourquoi es-tu si préoccupé? Je veux juste que tout soit parfait pour toi, a-t-il dit en m'embrassant le sommet de la tête. Cette fête est importante. 3 semaines avant la fête, mère a finalement appelé. L'entreprise de traiteur que tu as choisie est de qualité inférieure, a-t-elle dit sans saluer. J'ai pris la liberté d'appeler Westfield à la place. Est-ce que cela signifie que tu viens, ai-je demandé, le cœur battant. Ton père a été insupportable à ce sujet. Oui, je serai présente. Sa voix est devenue froide. Mais n'attends pas ma bénédiction. Cet homme n'est pas assez bien pour cette famille, et j'ai l'intention de le faire savoir très clairement. La ligne a été coupée avant que je puisse répondre. Cette nuit-là, alors que Daniel et moi étions au lit,
je lui ai parlé de son appel. Elle sera là, mais elle prévoit de montrer clairement qu'elle désapprouve. Il a tracé des motifs sur mon épaule nue, son expression pensive. Ne t'inquiète pas pour ta mère. J'ai le sentiment que notre première rencontre sera mémorable. Le soir de notre fête de fiançailles est arrivé avec un temps parfait de mai. Papa avait insisté pour que nous l'organisions au domaine des Blackwood, une demeure coloniale de style géorgien qui appartenait à la famille depuis des générations, située sur 3 acres manucurés dans le quartier le plus exclusif de Brookline. Tout était immaculé, des roses blanches et des touches d'argent dans la grande salle de bal, du champagne coulant à flot, un quatuor à cordes jouant doucement dans un coin. Les photographes mondains circulaient discrètement, capturant des images qui apparaîtraient dans les pages sociales du Boston Magazine. « Tout est magnifique », a dit ma tante, Patricia, en me serrant dans ses bras. « Tu t'es surpassée, ma chérie. » J'ai souri, mais mes yeux ne cessaient de dériver vers l'entrée. Mère avait maintenant 45 minutes de retard, un geste calculé, j'en étais certaine. Elle savait qu'une entrée en bonne et due forme nécessitait un public. « Arrête de regarder la porte », a murmuré James, en me tendant une nouvelle coupe de champagne. Tu sais qu'elle arrivera précisément au moment qu'elle aura jugé le plus dramatique. Comme par un signal, un subtil changement a parcouru la foule. Eleanor Blackwood était arrivée. Elle portait une robe Dior sur mesure dans son bleu marine signature, des diamants scintillant à sa gorge et à ses oreilles. Son entrée était d'une perfection étudiée, des bises en l'air aux Roberts, des compliments au Winston, une étreinte chaleureuse pour le juge Thompson. « Ta mère est arrivée », a dit Daniel, apparaissant à mes côtés. « Devrions-nous l'accueillir ensemble ?» J'ai hoché la tête, la bouche soudainement sèche. Nous n'avions pas fait la moitié du chemin à travers la pièce avant que mère n'orchestre son premier affront. Elle s'est brusquement détournée à notre approche, engageant Madame Harrington dans une conversation animée sur la collecte de fonds pour l'orchestre symphonique. Elle fait semblant de ne pas nous voir, ai-je chuchoté à Daniel. Laisse-lui du temps, a-t-il répondu, sa voix étrangement détachée. Laisse-la d'abord établir sa position. Pendant l'heure qui a suivi, mère a donné une leçon magistrale d'évitement subtil. Elle a circulé dans tous les coins de la pièce, sauf là où Daniel et moi nous trouvions. Lorsqu'elle était acculée par des sympathisants voulant féliciter toute la famille, elle s'excusait pour vérifier les détails de la restauration. Je l'ai entendu critiquer bruyamment les arrangements floraux à quiconque voulait bien l'écouter. Ma fille a insisté pour tout planifier elle-même, a-t-elle dit à Madame Cavendish avec un soupir exagéré. Vous savez comment les jeunes peuvent être si déterminés à faire les choses à leur manière. À 21h, j'étais épuisé émotionnellement. C'est ridicule, ai-je dit à Daniel alors que nous nous tenions près des portes-fenêtres. Elle est ici depuis 2 heures et ne t'a même pas regardé. Quelque chose a changé dans l'expression de Daniel, un durcissement autour de ses yeux, un léger redressement de sa posture. Je pense qu'il est temps que je me présente correctement, a-t-il dit, prenant 2 flûtes de champagne d'un serveur qui passait. Attends ici. J'ai observé de l'autre côté de la pièce Daniel s'approcher de ma mère avec une confiance tranquille. Elle était momentanément piégée entre le bar et le couple Alderson, sans aucune échappatoire sans créer une scène. Daniel lui a tendu une flûte de champagne avec un sourire charmant. Mère l'a prise par réflexe, l'éducation sociale l'emportant sur ses sentiments personnels. Je ne pouvais pas entendre leur échange de là où je me tenais, mais j'ai vu le sourire social étudié de mère, celui qu'elle réservait aux personnes qu'elle considérait comme inférieures. Daniel a parlé, faisant un geste subtil dans ma direction. Mère a hoché la tête avec raideur. Puis, tout a changé. Daniel s'est légèrement penché plus près et a dit quelque chose qui a transformé l'expression de ma mère en un instant. La couleur a quitté son visage, sa main parfaitement manucurée tremblant si violemment que le champagne a débordé du bord de sa coupe. La flûte de cristal a glissé de ses doigts, se brisant sur le sol en marbre avec un fracas qui a momentanément réduit au silence toute conversation. Tout le monde s'est tourné pour regarder. Je me suis précipité à travers la pièce, arrivant juste à temps pour entendre Daniel dire « Ravi de vous voir en dehors du cabinet, patiente numéro 307. Vos séances de thérapie sur votre fille étaient assez révélatrices. » Mon cœur s'est arrêté. Les yeux de mère balayaient frénétiquement la pièce, observant les visages choqués de l'élite de Boston, dont beaucoup levaient maintenant discrètement leur téléphone pour capturer le moment. Je ne sais pas de quoi vous parlez, a-t-elle balbutié, son sang-froid brisé. Cet homme est délirant. Eleanor. Mon père est apparu à ses côtés, l'inquiétude gravée sur son visage. Que se passe-t-il?
Elle a agrippé son bras avec une force désespérée. Je me sens faible, Robert. La pièce est si chaude. Nous devrions y aller. Mais la fête? A commencé papa. Maintenant, Robert. La voix de mère s'est brisée avec une émotion que je n'avais jamais entendue de sa part auparavant, la peur. Alors que mes parents battaient en retraite précipitamment, je suis resté figé, regardant Daniel, l'homme que je pensais connaître, l'homme que j'avais accepté d'épouser. Qu'est-ce que tu viens de faire? Ai-je chuchoté quand j'ai retrouvé ma voix. Le visage de Daniel est resté professionnellement impassible, ne trahissant rien de la bombe qu'il venait de lâcher. Nous devrions parler de cela en privé, a-t-il dit calmement, en me prenant le coude. Pas ici. Je me suis dégagé de son contact. Tu es le thérapeute de ma mère, et tu ne me l'as jamais dit. Pas ici, Rebecca, a-t-il répété, sa voix toujours mesurée et contrôlée. Il y a des photographes. La fête s'est rapidement désintégrée après cela. Les invités ont trouvé des excuses maladroites pour partir, la chroniqueuse mondaine cachant à peine sa joie d'assister à un tel matériau de potin de premier choix. James s'est approché, son expression foudroyante. Qu'est-ce qui vient de se passer, bon sang, a-t-il exigé, regardant alternativement Daniel et moi. Demande-lui, ai-je dit, ma voix creuse. Apparemment, il connaît notre mère mieux que nous. Le trajet de retour en voiture était suffocant dans son silence. Daniel a tenté de prendre ma main une fois, mais je me suis retiré, me pressant contre la portière du passager. Mon téléphone vibrait constamment, des textos de membres de la famille demandant des explications, d'amis vérifiant si j'allais bien, même un message du Boston Magazine demandant une déclaration. Je les ai tous ignorés, regardant les rues familières défiler dans un flou. Notre appartement, autrefois un sanctuaire, ressemblait maintenant à la maison d'un étranger. J'ai regardé les livres de psychologie de Daniel sur les étagères, les diplômes encadrés sur le mur, le carnet en cuir qu'il emportait toujours en séance. Avait-il écrit sur moi là-dedans? Ma relation avait-elle été une sorte d'étude de cas? Assieds-toi, Rebecca, a dit Daniel, son ton toujours frustrant de professionnalisme. Laisse-moi t'expliquer. Depuis combien de temps, ai-je exigé, en restant debout? Depuis combien de temps es-tu le thérapeute de ma mère? Daniel a soupiré en se frottant les tempes. Un peu plus d'1 an. Elle a commencé à venir me voir après sa dispute publique avec le conseil du musée au printemps dernier. La chronologie m'a frappé comme un coup physique. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 mois. Tu savais qui j'étais depuis le début. Pas exactement. Le comportement clinique de Daniel a légèrement faibli. J'ai reconnu ton nom de famille quand on nous a présenté, mais je n'ai pas fait le lien immédiatement. Eleanor Blackwood n'est guère la seule Blackwood à Boston. Ce n'est qu'à notre 3e rendez-vous, quand tu m'as montré des photos de famille, que j'ai réalisé. Et tu n'as pas pensé à le mentionner alors, ma voix s'est élevée. Tu n'as pas considéré que sortir avec la fille de ta patiente pourrait être légèrement contraire à l'éthique? J'aurais dû divulguer le lien, a-t-il admis. Mais j'étais déjà en train de tomber amoureux de toi, et je savais que te le dire mettrait fin aux choses avant qu'elles ne commencent. Je me suis convaincu que je protégeais à la fois la confidentialité de la patiente et notre relation. Notre relation, ai-je répété avec amertume. La relation où tu avais des informations privilégiées sur la dynamique de ma famille, où tu savais exactement sur quel bouton appuyer parce que ma mère t'avait tout raconté sur moi en thérapie. Daniel s'est levé, se dirigeant vers moi. Ce n'est pas juste. Oui, j'ai franchi une limite professionnelle que je n'aurais pas dû, mais mes sentiments pour toi sont authentiques. Que voulais-tu dire à propos de ces séances de thérapie sur moi, ai-je exigé. Daniel a hésité. Je ne devrais pas discuter du contenu de ces séances. Tu as déjà fait voler en éclats la confidentialité à la fête. Tu ne peux pas te cacher derrière l'éthique maintenant. Il a expiré lentement. Les séances de ta mère étaient souvent centrées sur sa relation avec toi. Elle a des problèmes de contrôle profondément enracinés, Rebecca. Elle te voit comme une extension d'elle-même plutôt que comme une personne indépendante. Ce n'est guère une révélation, ai-je dit, bien que l'évaluation clinique de quelque chose que j'avais ressenti toute ma vie soit étrangement validante. Elle a activement travaillé à saboter notre relation, a poursuivi Daniel, planifiant des interventions, organisant des rencontres avec des hommes qu'elle considère convenables, discutant même des moyens de tirer parti des finances familiales pour te faire pression. Mes jambes se sont senties faibles. Je me suis affalé sur le canapé. Alors, de quoi s'agissait-il ce soir? De vengeance?
De la dénoncer? J'ai perdu mon sang-froid, a admis Daniel, s'asseyant à côté de moi. Je l'ai écouté me dénigrer, te rabaisser pour m'avoir choisi, et comploter contre nous pendant des mois. Quand elle nous a snobés ce soir, quelque chose a cédé. Tu pourrais perdre ta licence pour ça. Je sais. Son masque professionnel s'est fissuré davantage, révélant une véritable inquiétude. J'ai franchi une ligne professionnellement parce que je t'aime, mais elle a franchi des lignes avec toi toute ta vie. Je pensais te protéger. Je me suis levé brusquement. Je dois voir ma mère. Rebecca, il est plus de minuit. Je m'en fiche. J'ai attrapé mes clés et je suis parti sans regarder en arrière. Le domaine des Blackwood était étrangement silencieux quand je suis arrivé, à l'exception d'une seule lumière allumée dans le bureau de mon père. J'ai utilisé ma vieille clé pour entrer. L'odeur familière de cire au citron et de vieux livres n'offrait aucun réconfort ce soir. Papa m'a accueilli dans le foyer, toujours dans ses vêtements de soirée, la cravate desserrée, un verre de scotch à la main. Elle a pris un sédatif, a-t-il dit sans préambule, sa voix tendue de colère. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Ce que j'ai fait? J'ai reculé, piqué au vif. Papa, je n'avais aucune idée que Daniel était son thérapeute. Ce fut autant un choc pour moi que pour n'importe qui d'autre. Ta mère est dévastée, humiliée. Les Winston ont tout vu, les Harrington, le juge Thompson. Il a arpenté le sol en marbre. Des décennies de statut social menacées en un instant. Bien sûr, c'était sa préoccupation. Pas la trahison, pas la violation éthique, mais ce que la société de Boston en penserait. Je dois lui parler, ai-je insisté. Elle n'est pas en état de. Papa, les jeux interrompus avec une fermeté inhabituelle, je monte. Viens avec moi ou non. J'ai trouvé ma mère dans sa suite, l'espace où j'avais rarement été autorisé à entrer enfant. Elle était allongée sur sa chaise longue plutôt que sur le lit, toujours dans sa robe de soirée, bien que ses bijoux aient été retirés et que son maquillage soit maculé, un spectacle que je n'avais jamais vu auparavant. Maman? Elle s'est tournée vers moi avec des yeux vagues, le sédatif faisant clairement effet. Tu viens constater les dégâts. Sa voix était pâteuse mais portait toujours sa morsure caractéristique. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu voyais un thérapeute, ai-je demandé, en m'asseyant sur le pouf à côté d'elle. Et t'admettre une faiblesse, a-t-elle ri d'un rire creux. Les Blackwood n'étalent pas leur linge sale en public, surtout pas à leurs enfants. Comment as-tu fini avec Daniel spécifiquement? Boston a des centaines de thérapeutes. Mère a ajusté sa position, grimaçant comme si elle avait mal. Recommandation d'un médecin, après cette absurdité avec le conseil du musée. Il a dit que j'avais besoin de gestion de la colère et de formation aux limites. Ridicule. Je me suis souvenu de l'incident, mère réprimandant publiquement le directeur du musée pour un plan de table de gala. Cela avait fait le tour discret des pages mondaines. Et tu le vois depuis plus d'un an, en parlant de moi. Quelque chose de vulnérable a traversé son visage, une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Tu as déménagé, a-t-elle dit doucement. Tu as pris cet appartement en ville. Tu as commencé à prendre des décisions sans me consulter. Tu as commencé à t'éloigner. C'est ce que font les adultes, maman. Ils vivent de manière indépendante. Pas les Blackwood, a-t-elle cassé, momentanément plus lucide. Nous restons connectés. Nous nous coordonnons. Nous présentons un front uni. Tu veux dire que nous obéissons. Elle a agité une main dédaigneuse. Appelle ça comme tu veux. C'est comme ça que cette famille a maintenu sa position depuis des générations. Une pensée m'est venue. Est-ce que ta mère te contrôlait de la même manière? Les yeux de mère se sont légèrement agrandis, la question la prenant apparemment au dépourvu. Elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai pensé qu'elle ne répondrait peut-être pas, pire, a-t-elle finalement chuchoté. Ma mère contrôlait par la honte, pas par l'opportunité. Au moins, j'ai essayé de te donner des avantages. Elle a tenté de se redresser. Je te protégeais. En manipulant chaque aspect de ma vie? En sapant ma relation, en discutant de moi lors de séances de thérapie à mon insu, en m'assurant que je ne gâche pas des générations de statut pour un homme en qui on ne peut manifestement pas avoir confiance. Regarde ce qu'il a fait ce soir. Sa voix s'est renforcée de colère. Il a trahi la confidentialité, humilié une patiente, utilisé des informations privées comme une arme. Tu penses toujours qu'il est ton partenaire idéal? Ces mots ont touché une corde sensible,
proche de mes propres doutes. Je me suis levé, ayant besoin d'espace par rapport à son argument étonnamment efficace. Tu n'as jamais donné sa chance à aucun homme dans ma vie, ai-je dit. Ni à Daniel, ni à Andrew à l'université, ni même à Rick au lycée. Personne n'est jamais assez bien pour ta précieuse dynastie. Parce qu'il ne l'était pas. Son sang-froid a encore glissé. Andrew t'utilisait pour obtenir des contacts avec le conseil d'administration de l'hôpital de ton père. Rick voyait 2 autres filles tout en te disant qu'il t'aimait. Le savais-tu? Non, parce que je m'en suis occupé. Je me suis figé. De quoi parles-tu? Je te protège, a-t-elle bredouillé, le médicament prenant plus d'emprise. Je l'ai toujours fait. Tu ne vois jamais les menaces. Papa est apparu à la porte. Ça suffit, Eleanor. Tu as besoin de repos. Elle a besoin de savoir, a insisté mère, luttant pour rester concentrée. Toujours à nettoyer ses dégâts, toujours un coup d'avance. Je pense que tu devrais y aller, m'a dit papa doucement. Reviens demain quand elle sera plus elle-même. Je suis parti dans un état second, les révélations de ma mère rivalisant avec les explications de Daniel dans mon esprit. Tous deux m'avaient manipulé. Tous deux prétendaient me protéger. Tous deux avaient trahi ma confiance de manière fondamentalement différente. De retour dans ma voiture, je ne pouvais pas faire face à l'appartement que je partageais avec Daniel. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à la maison de James de l'autre côté de la ville, soulagé de voir des lumières encore allumées malgré leur tardive. Mon frère a ouvert la porte en pantalon de jogging et en t-shirt de Harvard, Mélissa planant avec inquiétude derrière lui. J'ai besoin d'un endroit pour rester ce soir, ai-je dit simplement. James m'a serré dans ses bras. Je me demandais quand tu arriverais. Plus tard, recroquevillé sous une couverture sur le lit de leur chambre d'amis, j'ai fixé le plafond, me sentant prise entre 2 forces manipulatrices. La mère qui m'avait contrôlé toute ma vie et le fiancé qui avait utilisé cette connaissance contre elle. Pour la première fois depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir, je n'avais pas de chemin clair devant moi, pas de personne claire en qui avoir confiance. Les 2 personnes qui prétendaient m'aimer le plus avaient toutes 2 joué des jeux élaborés avec ma vie, et j'avais été inconsciente de tout cela. Au lever du jour, j'ai pris une décision ferme, je devais découvrir exactement quels autres secrets ils me cachaient tous les 2. Je me suis réveillé dans la chambre d'amis de James avec l'impression d'avoir été heurté par un camion. Pendant un moment de bonheur, je ne me suis pas souvenu du désastre de la nuit précédente. Puis tout est revenu en force, la révélation de Daniel, l'effondrement de mère, mon monde se brisant en morceaux. Mon téléphone affichait 27 appels manqués et 43 messages textes, Daniel, papa, des amis, et même le Boston Magazine demandant une déclaration. Je les ai tous ignorés et je suis descendu. James était déjà dans la cuisine, 2 tasses de café sur le comptoir. Je me suis dit que tu en aurais besoin, a-t-il dit en glissant une vers moi. Extra fort. Merci. J'ai enroulé mes mains autour de la céramique chaude. Mélissa est déjà au travail? Tournée à l'hôpital. James a étudié mon visage. Tu as une mine affreuse, Becca. Merci pour l'information. Tu veux en parler? J'ai pris une longue gorgée de café. Je ne sais même pas par où commencer. Tout ce que je pensais savoir sur ma relation est un mensonge. Daniel est le thérapeute de ma mère depuis 1 an. 1 an, James. Il savait exactement qui j'étais quand nous nous sommes rencontrés. James s'est appuyé contre le comptoir. Je dois te dire quelque chose. Je savais pour la thérapie de maman depuis des mois. J'ai failli laisser tomber ma tasse. Quoi? Tu te souviens de ce dîner chez les Harrington que tu as manqué parce que tu avais la grippe? Maman avait trop bu de vin et a commencé à pester contre son thérapeute inutile qui ne résolvait pas ses problèmes assez vite. Il a passé une main dans ses cheveux. Elle ne l'a pas nommé, mais elle a mentionné que son thérapeute l'encourageait à respecter ton indépendance. Et tu ne me l'as pas dit? Je pensais que c'était une bonne chose. Maman cherchant réellement de l'aide. Cela semblait être un progrès. Il a sorti son téléphone. Mais il y a plus. Après que tu nous aies parlé de Daniel, j'ai commencé à enregistrer certains des commentaires de maman sur votre relation. J'avais le sentiment que les choses pourraient devenir compliquées. Il a joué un enregistrement audio. La voix de mère, légèrement pâteuse, j'ai déjà appelé les Sullivan. Leur fils vient d'être promu associé. Le parti parfait pour Rebecca.
Ce petit ami thérapeute aura disparu d'ici Noël. Un autre extrait, si elle insiste sur ses fiançailles, je demanderai à Robert de rediriger une partie de l'accès à son fonds en fiducie. La pression financière fait des merveilles sur la rébellion juvénile. Je me suis senti mal. Elle prévoyait activement de nous saboter. Ouais, mais après la nuit dernière, je me demande si Daniel ne jouait pas son propre jeu. Il avait raison. Le comportement de Daniel n'avait pas de sens s'il tenait vraiment à moi. Violer la confidentialité des patients si publiquement mettait en péril toute sa carrière. À quoi avait-il pensé? J'ai besoin de l'avis de quelqu'un qui comprend l'éthique thérapeutique, ai-je dit. 2 heures plus tard, j'étais assise dans le bureau du docteur Sarah Wilson. Elle m'avait été recommandée par Melissa comme une psychologue éthique et expérimentée, sans lien avec Daniel ou ma mère. Laissez-moi m'assurer que je comprends bien, a dit le docteur Wilson après que je lui ai expliqué la situation. Votre fiancé est le thérapeute de votre mère depuis environ 1 an. Vous l'avez rencontré il y a 6 mois, et il a omis de divulguer ce lien. La nuit dernière, il a publiquement identifié votre mère comme sa patiente à votre fête de fiançailles. Oui. Elle a enlevé ses lunettes, son expression grave. Ce que vous décrivez représente plusieurs violations éthiques graves. Les thérapeutes ont l'interdiction d'avoir des relations doubles, des liens en dehors de la thérapie avec des patients ou les membres de leur famille immédiate. Sortir avec la fille d'une patiente franchit cette ligne de manière catégorique. Et révéler quelle est sa patiente? Cette violation de la confidentialité à elle seule pourrait entraîner la révocation de sa licence. L'identité du patient est une information protégée. Les thérapeutes ne peuvent même pas reconnaître que quelqu'un est leur client sans consentement, et encore moins discuter publiquement du contenu des séances. Je me suis entouré de mes bras. Pourrait-il y avoir une justification? Une zone grise éthique? Aucune, a-t-elle dit fermement. Ce sont des principes éthiques fondamentaux. Chaque psychologue les comprend. Votre fiancé a sciemment violé plusieurs normes éthiques fondamentales. Donc, toute notre relation est contraire à l'éthique. J'en ai bien peur. Et je m'inquiète de ses motivations. Ce schéma suggère des décisions calculées plutôt que des manquements momentanés de jugement. Ces mots ont résonné dans mon esprit en quittant son bureau. Daniel n'avait pas fait une erreur. Il avait fait des choix délibérés qui violaient son éthique professionnelle dès l'instant où nous nous sommes rencontrés. Je suis allé chez James pour récupérer mes affaires, déterminé à poursuivre mon enquête plutôt qu'à confronter Daniel pour le moment. S'il avait été malhonnête à ce sujet, que cachait-il d'autre? Mon prochain arrêt fut le cabinet de Daniel sous le prétexte de lui apporter le déjeuner, ce que je lui ai signalé par texto à l'avance. Je suis arrivé pendant sa pause entre les séances. Sa réceptionniste, Jenny, avait toujours été amicale avec moi. Il termine juste ses notes avant son rendez-vous de 13 heures, a-t-elle dit. Il a mentionné que vous veniez avec le déjeuner. C'est gentil de votre part après la folle soirée d'hier. J'ai forcé un sourire. Les nouvelles voyagent vite. Vous savez comment c'est dans ce cabinet. La moitié des patients sont connectés d'une manière ou d'une autre. Elle a baissé la voix. Est-ce vrai pour votre mère? Certains membres du personnel disent qu'elle a été la patiente du docteur Blake. Ouverture parfaite. Ce fut un sacré choc. Je n'avais jamais réalisé qu'elle voyait quelqu'un ici. C'est bizarre, a froncé les sourcils Jenny. Je pensais que vous saviez. Elle vient le mardi après-midi depuis plus d'1 an. Qui l'a programmée initialement? Jenny a cliqué dans le système informatique. Voyons voir. On dirait qu'elle a été assignée directement au docteur Blake plutôt que de passer par notre processus d'admission habituel. Tiens, c'est inhabituel. Comment ça? Les nouveaux patients sont normalement associés à des thérapeutes en fonction de leurs besoins de spécialité et de leur disponibilité. Les affectations directes se produisent généralement avec des références ou des cas spéciaux. Elle a levé les yeux. En fait, on dirait que le docteur Blake a spécifiquement demandé son cas. Mon estomac s'est noué. C'était quand? Plus de clics. Le premier rendez-vous était le 10 mai de l'année dernière. J'ai vérifié le calendrier de mon téléphone pour confirmer mon soupçon. Daniel et moi nous étions rencontrés le 7 mai, 3 jours avant le premier rendez-vous de ma mère. Merci, Jenny. Je crois que j'ai oublié quelque chose dans ma voiture. Dites à Daniel que je reviens tout de suite. Je ne suis jamais revenu avec le déjeuner. Au lieu de cela,
j'ai conduit directement à mon appartement pendant que Daniel était en sécurité à son bureau. Je devais chercher des preuves avant qu'il ne réalise ce que je faisais. Notre appartement semblait étrange maintenant, un lieu rempli de demi-vérités et de manipulations. Je suis allé directement au bureau à domicile de Daniel, un espace qu'il gardait méticuleusement organisé. Son classeur était verrouillé, mais je savais qu'il gardait une clé de rechange dans le tiroir de son bureau. Ce que je faisais me semblait mal, mais le besoin de vérité l'emportait sur ma culpabilité d'envahir sa vie privée. Après ce qu'il avait fait, je me sentais en droit d'avoir des réponses. À l'intérieur du classeur, j'ai trouvé des dossiers organisés par nom de famille du client. J'ai hésité avant de sortir, Blackwood, Le dossier était plus épais que prévu, rempli de notes de séance remontant à mai de l'année dernière. Le formulaire d'admission de ma mère listait ses principales préoccupations comme discorde familiale et difficulté à s'adapter à l'indépendance de l'enfant adulte. Les premières notes de séance de Daniel incluaient la patiente présente des tendances narcissiques et des problèmes de contrôle, en particulier concernant sa fille. RB exprime sa détermination à guider les choix personnels et professionnels de sa fille. J'ai parcouru des notes plus récentes, patiente de plus en plus obsédée par la relation de sa fille avec le thérapeute, à l'insu de la patiente. Utilise les séances pour recueillir des renseignements sur la vie de sa fille tout en partageant les stratégies manipulatrices qu'elle a l'intention d'employer. Mes mains tremblaient. Daniel avait documenté les manigances de ma mère contre notre relation sans jamais révéler à aucune de nous deux qu'il jouait sur les deux tableaux. Mais la preuve la plus accablante est venue lorsque j'ai découvert un dossier séparé étiqueté simplement « RB », mes propres initiales. À l'intérieur se trouvait un dossier sur moi qui datait d'avant notre relation, des captures d'écran de réseaux sociaux, des notes sur mes liens familiaux, et même des détails sur mes relations précédentes qui ne pouvaient provenir que de recherches. Une page se détachait, une impression de la liste des invités de la collecte de fonds de l'hôpital pour enfants de Westfield où nous nous étions rencontrés, par coïncidence, avec mon nom surligné. Ce n'était pas un hasard. Daniel m'avait ciblé. En creusant plus profondément, j'ai trouvé un journal caché sous un faux fond du tiroir de son bureau. Les entrées confirmaient mes pires craintes. 5 mai, confirmé que la fille d'Eleanor Blackwood assistera à la collecte de fonds de vendredi. Recherche de fonds complète. La dynamique de la famille présente un matériel d'étude de cas parfait pour ma recherche sur les schémas de contrôle narcissique hérités. 7 mai, premier contact avec RB réussi. Elle est plus sympathique que prévu, compte tenu de l'historique familial. Le rapport a été facilement établi. Mère prévue pour l'admission mardi. Elle ne sait pas que j'ai rencontré sa fille. 15 juin, la relation avec RB progresse plus vite que prévu. Maintenir les limites professionnelles avec mère pendant les séances devient complexe. Les données pour mon étude sont exceptionnelles. Observation directe à la fois du contrôleur et du sujet contrôlé. Je me suis assise sur le sol de son bureau, entouré de preuves de sa tromperie, me sentant physiquement malade. Toute notre relation était un projet de recherche. J'étais une étude de cas, pas une fiancée. Alors que je rassemblais les preuves les plus accablantes, mon téléphone a sonné. James. J'ai fait quelques recherches, a-t-il dit sans saluer. Daniel a publié 2 articles sur les schémas narcissiques familiaux, se concentrant spécifiquement sur les dynamiques mère-fille. Il travaille sur un livre à ce sujet. Je sais, ai-je dit d'une voix creuse. J'ai trouvé ses notes de recherche. Il m'a ciblé, James. Il savait exactement qui j'étais avant que nous nous rencontrions. Il a pris maman comme patiente après m'avoir rencontré. Mon Dieu, Becca. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne suis pas encore sûr, mais j'apporte ces dossiers à un ami avocat de Melissa demain. J'ai besoin de comprendre mes options. Où es-tu maintenant? Est-il là? À notre appartement. Il est encore au travail. Sors de là. Prends tout ce dont tu as besoin et reviens chez nous. Tu ne devrais pas être seul quand il réalisera ce que tu as trouvé. J'ai fourré les preuves les plus importantes dans mon sac et j'ai rapidement emballé les essentiels de notre chambre. En partant, j'ai remarqué la photo encadrée de nous de la nuit où nous nous sommes rencontrés, la collecte de fonds où il m'avait délibérément recherché comme matériel de recherche. J'ai posé la photo face contre table et je suis sorti. Le lendemain matin, j'ai rencontré Sarah Peterson, une avocate spécialisée dans les cas d'éthique médicale. Elle a examiné les documents avec une inquiétude croissante. C'est l'une des violations éthiques les plus calculées que j'ai vues, a-t-elle finalement dit. Il a délibérément créé une double relation, violé la confidentialité, et semble vous avoir utilisé,
vous et votre mère, pour des recherches sans consentement éclairé. Quelles sont mes options? Vous pourriez le signaler à l'ordre des psychologues. Avec ces preuves, il révoquerait probablement sa licence. Vous pourriez également engager une action civile pour dommages émotionnels, bien que cette voie soit plus publique. Et ma mère? En tant que sa patiente, elle a un dossier encore plus solide pour violation de la confidentialité et faute professionnelle. L'ironie ne m'a pas échappé, ma mère et moi, des alliés improbables contre la manipulation de Daniel. Cet après-midi-là, j'ai reçu un texto de Daniel, nous devons parler. Je sais que tu as pris mes dossiers. Ce n'est pas ce que tu penses. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé ma mère. Je dois te voir, ai-je dit quand elle a répondu. C'est à propos de Daniel. J'ai trouvé quelque chose que tu devrais savoir. 2 jours après avoir découvert les recherches de Daniel, je me suis assise en face de lui dans un café bondé du centre-ville. Endroit public, témoin, aucune chance de manipulation. Il avait l'air terrible, mal rasé, des cernes sous les yeux, son apparence habituellement impeccable en désordre. « Rebecca, merci de me rencontrer », a-t-il dit en tendant la main vers la mienne. J'ai gardé la mienne fermement autour de ma tasse de café. Je ne suis pas ici pour une réconciliation. Rebecca, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Oui, j'ai fait des erreurs éthiques. Des erreurs? J'ai posé un dossier sur la table entre nous. Tu m'as délibérément ciblé pour tes recherches. Tu nous as manipulés, moi et ma mère, pour ton livre. Ce n'étaient pas des erreurs, Daniel. C'étaient des décisions calculées. Il a jeté un coup d'œil au dossier, reconnaissant ses propres notes. Ce n'est pas resté comme ça. Oui, au début, j'ai vu une opportunité pour mes recherches, mais je suis vraiment tombé amoureux de toi. Quand? Entre la documentation des séances de thérapie de ma mère et la création d'un dossier sur moi? Ou peut-être pendant que tu écrivais sur nous dans ton journal comme des spécimens de laboratoire? Son masque clinique a glissé, révélant de la frustration. Tu ne comprends pas. Mes recherches sont importantes. Les familles comme la tienne, contrôlées par des matriarches narcissiques, créent un traumatisme générationnel. J'essaie de briser ces schémas. En créant un nouveau traumatisme? En violant toutes les normes éthiques de ta profession? Parfois, l'éthique conventionnelle limite le progrès. J'avais besoin d'une observation directe des 2 côtés de la dynamique. Ta mère en thérapie, toi dans une relation. Cela a fourni des perspectives sans précédent. Je l'ai regardé, le voyant enfin clairement. Tu crois vraiment que tu es justifié. Mes méthodes étaient peu orthodoxes, mais mes intentions étaient bonnes. Je t'aidais à voir la manipulation de ta mère tout en documentant le processus. Le livre aidera d'innombrables autres personnes. À quel prix? Ma confiance? Ton intégrité professionnelle? La confidentialité de ma mère? Daniel s'est penché en avant, soudainement sérieux. Nous pouvons encore faire fonctionner cela. La recherche est presque terminée. Nous pourrions aller de l'avant, repartir à zéro. Arrête. J'ai sorti un 2e document. Ceci est une lettre à l'ordre des psychologues du Massachusetts. Elle détaille tes violations éthiques, avec des preuves. Je ne l'ai pas encore envoyée. Son visage a pâli. Rebecca, s'il te plaît. Ma carrière. Tu aurais dû y penser avant de nous utiliser, moi et ma mère, comme sujet de recherche sans consentement. J'ai remis la lettre dans mon sac. Je n'ai pas décidé quoi en faire. Cela dépend de ce qui se passera ensuite. Que veux-tu? Premièrement, tu retireras le manuscrit de ton livre et tu détruiras tout le matériel de recherche qui m'identifie, moi ou ma mère. Deuxièmement, tu prendras volontairement un congé de ta pratique et tu suivras une formation de recyclage en éthique. Troisièmement, tu nous écriras des excuses formelles à toutes les 2, reconnaissant tes violations. Il avait l'air stupéfait. Tu es sérieuse? Complètement. Ton alternative, ce sont des procédures formelles devant l'ordre et des poursuites civiles potentielles de notre part à toutes les 2. Ta mère ne travaillerait jamais avec toi là-dessus. Tu es délirante si tu penses. Nous nous sommes vus hier, les jeux interrompus. Il s'avère qu'être manipulé par le même homme crée des alliés inattendus. L'expression de Daniel est passée du choc au calcul. Elle utilise cette situation pour te ramener sous son contrôle. Tu ne le vois pas? C'est exactement le genre de manipulation que j'étudie.
Elle promettra de changer, mais elle n'abandonnera jamais le contrôle. Ces mots ont touché une corde sensible, proche de mes propres doutes. Mère avait été étonnamment réceptive quand je lui avais montré les preuves contre Daniel. Peut-être trop réceptive. Peut-être, ai-je reconnu, mais c'est à moi de le découvrir, santé et perspective professionnelle. Je me suis levé pour partir. Tu as jusqu'à vendredi pour accepter mes conditions. Après ça, j'envoie la lettre. Rebecca, sa voix a pris le ton apaisant qu'il utilisait avec ses clients. Nous pouvons surmonter cela. Ce que nous avions était réel, malgré la façon dont ça a commencé. Pendant un instant, je me suis souvenu pourquoi j'étais tombée amoureuse de lui. Sa confiance calme, sa compréhension apparente des émotions complexes. Mais maintenant, je reconnaissais ces traits comme des outils professionnels qu'il avait utilisés à des fins personnelles. Au revoir, Daniel. Je suis sorti sans regarder en arrière, bien que j'aie senti ses yeux sur moi jusqu'à ce que je tourne le coin de la rue. Le prochain défi serait encore plus difficile, établir de nouvelles limites avec ma mère sans retomber dans les anciens schémas. J'avais organisé une rencontre avec le docteur Thomas, un thérapeute familial avec lequel aucune de nous n'avait de liens antérieurs. Le terrain neutre de son bureau offrait un environnement contrôlé pour ce qui serait inévitablement une conversation difficile. Mère est arrivée précisément à l'heure, habillée impeccablement comme toujours, bien que j'ai remarqué des changements subtils, moins de maquillage, des bijoux plus simples, une posture légèrement moins rigide. C'est inutile, a-t-elle dit alors que nous attendions dans la salle d'attente. Nous pourrions en discuter à la maison. Nous avons besoin d'une partie neutre, ai-je répondu. Quelqu'un qui peut nous aider à établir des schémas plus sains. Elle a haussé un sourcil. On dirait que tu as lu des manuels de psychologie. J'ai appris sur la manipulation, mère. Celle de Daniel et la tienne. Avant qu'elle ne puisse répondre, le docteur Thomas nous a appelés. La séance a commencé maladroitement. Mère était assise avec raideur, répondant aux questions avec un minimum d'informations. J'ai lutté pour exprimer mes sentiments sans accusation. Mais progressivement, le docteur Thomas nous a guidés vers un dialogue plus productif. Eleanor, a-t-il dit après près de 30 minutes à tourner en rond, Rebecca a préparé quelque chose qu'elle aimerait partager. Je vous demanderai d'écouter complètement avant de répondre. J'ai déplié un papier où j'avais exposé mes limites. Je veux une relation avec toi, maman, mais elle doit être différente de ce que nous avons eu. J'ai besoin que tu respectes mes choix sans manipulation. J'ai besoin que tu me vois comme une individu, pas comme une extension de toi-même ou du nom de famille. Les yeux de mère se sont légèrement plissés. Et si je trouve tes choix préoccupants? Tu peux exprimer ton opinion une fois, respectueusement. Ensuite, tu dois accepter ma décision. C'est absurde. Les parents guident leurs enfants. J'ai 28 ans, pas 8, ai-je interrompu. Les conseils sont les bienvenus. Le contrôle ne l'est pas, le docteur Thomas est intervenu. Eleanor, quelle est votre plus grande peur à l'idée de renoncer au contrôle sur les choix de Rebecca? Mère a fait une pause, apparemment prise au dépourvu par la question directe. L'échec, a-t-elle finalement dit. Le nom Blackwood signifie quelque chose dans cette ville. Des standards doivent être maintenus. Et vous croyez que Rebecca ne peut pas maintenir ces standards sans votre direction? Elle est naïve, trop confiante. Regardez ce désastre avec son fiancé thérapeute. Si elle m'avait écouté, elle aurait évité Daniel. Vous avez raison sur ce seul exemple. Mais vous avez tout contrôlé, mon éducation, mes amis, ma carrière. Où cela a-t-il mené? À une relation où je ne peux pas vous faire confiance, et vous ne pouvez pas me faire confiance. Quelque chose a changé dans l'expression de ma mère, une lueur de reconnaissance, peut-être même de regret. Ma mère contrôlait tout dans ma vie, a-t-elle dit doucement. Qui je fréquentais, qui j'épousais, comment je t'élevais. Je détestais ça. Je me suis promis que je serais différente. Mais tu ne l'as pas été, ai-je dit doucement. Je pensais te donner des avantages, pas des restrictions. Elle a lissé sa jupe, se reprenant. Peut-être que je me suis trompé dans mon approche. Ce n'était pas une reconnaissance complète, mais de la part d'Eleanor Blackwood, c'était sismique. Le docteur Thomas nous a guidés vers un accord structuré, des limites spécifiques pour moi, des changements de comportement spécifiques pour elle. Nous continuerions des séances hebdomadaires pour naviguer dans la transition. En quittant son bureau, mère a hésité à côté de sa voiture. Ton père et moi t'attendions pour le dîner du dimanche.
Viendras-tu toujours? J'ai reconnu la branche d'olivier pour ce qu'elle était. Oui, mais j'apporterai une bouteille de vin que je choisirai, et nous ne discuterons pas de Daniel. Un léger sourire a touché ses lèvres. Termes acceptables. 3 jours plus tard, l'avocat de Daniel m'a contacté. Il avait accepté toutes les conditions, y compris une interruption de pratique de 6 mois et une formation de recyclage en éthique. C'était fini. Ce soir-là, je suis retourné à notre maintenant mon appartement et j'ai emballé ses affaires restantes. En travaillant, j'ai réalisé que je ressentais plus de soulagement que de chagrin. L'homme que j'aimais n'avait jamais vraiment existé. 6 semaines après la désastreuse fête de fiançailles, j'ai signé un bail pour un nouvel appartement à Beacon Hill. Pas une propriété familiale, pas l'espace que j'avais partagé avec Daniel, mais un endroit entièrement à moi. Le 2 pièces donnait sur un petit parquet recevait une lumière matinale parfaite. J'ai peint les murs en bleu sarcelle foncé, une couleur que Mère qualifierait de « envahissante » et que Daniel analyserait comme une « déclaration d'indépendance ». Je m'en fichais. J'adorais ça. Cet endroit te ressemble beaucoup, a dit James alors qu'il m'aidait à arranger les meubles ce week-end-là. C'est ta façon polie de dire que ça ne ressemble en rien à ce que Mère choisirait? Il a ri. Exactement. Tu te souviens quand tu voulais peindre ta chambre d'enfant en violet et qu'elle a eu une véritable crise de nerfs? Elle a prétendu que le violet perturbait les cycles naturels du sommeil, puis l'a peinte en beige. Le beige est la couleur officielle de la dynastie Blackwood, a-t-il dit dans une parfaite imitation de la diction précise de Mère. Nous avons éclaté de rire, un rire qui semblait purificateur, reconnaissant l'absurdité de notre éducation sans amertume. Le lundi suivant, j'ai franchi la plus grande étape de ma reconstruction. Je suis entré à la Fondation des Arts de Boston et j'ai présenté ma démission du poste de directrice du développement que mon père avait arrangé 3 ans plus tôt. C'est surprenant, a dit Martin, le directeur exécutif. Votre travail a été excellent. Merci, mais il est temps pour moi de suivre ma propre voie. Une semaine plus tard, j'ai signé un bail pour un petit local commercial dans le South End. Avec mes économies et une partie de mon fonds en fiducie, j'ouvrais la galerie dont j'avais toujours rêvé, en me concentrant sur les artistes locaux émergents sans plateformes établies. Quand je l'ai dit à mes parents lors du dîner du dimanche, papa s'est étouffé avec son vin. Tu fais quoi, a-t-il bafouillé. J'ouvre une galerie d'art contemporain, ai-je répété calmement. Le bail est signé. Les rénovations commencent la semaine prochaine. La prise de Mère s'est resserrée sur sa fourchette, mais elle est restée silencieuse, s'efforçant visiblement de contrôler sa réaction. C'est un sacré changement, a dit papa avec précaution. Le poste à la Fondation des Arts a d'excellents avantages et une grande sécurité. Je sais, mais c'est ce que je veux faire. Mère a finalement parlé. Quel est ton modèle économique? As-tu considéré les coûts d'exploitation? Les implications fiscales? Pas de la critique, ai-je réalisé, mais des questions pratiques. Elle s'engageait avec ma décision plutôt que de la rejeter. J'ai un plan quinquennal, ai-je dit, en sortant le prospectus que j'avais préparé. En fait, j'apprécierais vos commentaires sur les projections financières. Quelque chose comme du respect a vacillé dans ses yeux alors qu'elle prenait le document. Nos séances de thérapie avec le docteur Thomas se poursuivaient chaque semaine. Certaines étaient productives, d'autres dégénéraient en anciens schémas, mais progressivement, de manière incrémentale, nous avons établi une nouvelle relation. Pas parfaite, mais plus honnête qu'auparavant. Mère a même visité la galerie pendant les rénovations, offrant des suggestions étonnamment utiles sur l'éclairage et la circulation. Elle ne pouvait toujours pas résister à ajouter, les Westfield recherchent de nouvelles opportunités d'investissement dans les arts, mais j'ai reconnu que c'était un progrès qu'elle le formule comme une information plutôt que comme une directive. 4 mois après l'incident de la fête de fiançailles, j'ai reçu un avis indiquant que Daniel avait terminé sa formation en éthique et reprendrait une pratique limitée sous supervision. Son avocat m'a assuré que tout le matériel de recherche impliquant ma famille avait été détruit. Le projet de livre avait été abandonné. Une partie de moi se sentait vide de savoir qu'il ne ferait jamais face à toutes les conséquences professionnelles, mais une plus grande partie était soulagée de clore ce chapitre sans longue bataille juridique. Ma galerie, Perspective, a ouvert en novembre avec une exposition des œuvres de 3 artistes locaux. La participation a dépassé mes attentes. Amis, autres propriétaires de galeries, et même plusieurs relations de la famille Blackwood étaient présents. Mère est arrivée précisément à l'heure d'ouverture indiquée, portant une robe de créateur du même bleu sarcelle que les murs de mon appartement. La signification ne m'a pas échappé.
C'est impressionnant, a-t-elle dit, en inspectant l'espace transformé. Tu as créé quelque chose de remarquable ici. Venant d'Eleanor Blackwood, c'était l'équivalent d'un éloge dithyrambique. Après le départ des invités, ma petite équipe de diplômés d'école d'art que j'avais embauchés comme assistant a célébré notre ouverture réussie avec du champagne. À de nouveaux départs, a porté un toast mon assistante Emma. Plus tard cette semaine-là, j'ai retrouvé James et Melissa pour dîner dans un nouveau restaurant du centre-ville. Alors, a dit James après que nous ayons commandé, en parlant de nouveaux départs, le collègue de Melissa a posé des questions sur toi. J'ai grogné. Déjà les présentations ? J'apprécie d'être célibataire. D'accord, a-t-il dit en levant les mains en signe de reddition. Sache juste que l'option est là quand tu seras prête. J'apprécie, mais je me concentre sur la galerie et sur moi-même en ce moment. C'est bien pour toi, a dit Melissa. Mais, pour être tout à fait honnête, il est vraiment génial. Chirurgien pédiatrique, bénévole chez Médecins sans frontières, il fait une paella incroyable. J'ai ri. Garde ça en mémoire pour plus tard. Pour l'instant, je réapprends qui je suis sans la direction de mère ou la manipulation de Daniel. Alors que l'hiver s'installait sur Boston, j'ai établi de nouvelles routines, des dîners hebdomadaires avec James et Melissa, des brunchs mensuels avec des amis d'université que j'avais négligés pendant ma relation avec Daniel, et des dîners du dimanche avec mes parents, maintenant avec l'entente que je pourrais refuser si nécessaire sans drame. Noël approchait, traditionnellement une période d'obligation et de performance élaborée des Blackwood. Cette année serait différente. Je me joindrai pour le dîner du réveillon de Noël, ai-je dit à mère lors de notre séance de thérapie. Mais je suis bénévole à l'hôpital pour enfants le matin de Noël, puis j'invite des amis à dîner. Ses lèvres se sont momentanément resserrées, mais elle a hoché la tête. Ton père sera déçu de manquer sa tradition de pancake du matin de Noël. Il est le bienvenu pour me rejoindre à l'hôpital et ensuite pour le dîner. Toi aussi. Elle a semblé véritablement surprise par l'invitation. Le réveillon de Noël au domaine des Blackwood était toujours formel, toujours imprégné de tradition, mais d'une manière ou d'une autre moins étouffant que les années précédentes. Mère avait invité plusieurs familles avec des fils éligibles mais s'était limité à une seule introduction subtile plutôt qu'aux présentations orchestrées du passé. Après le dîner, elle m'a trouvé seule dans la bibliothèque. « J'ai quelque chose pour toi », a-t-elle dit, en présentant un petit paquet emballé. « Je préférerais que tu l'ouvres en privé. » À l'intérieur se trouvait un journal, non pas un nouveau, mais en cuir usé avec des pages jaunies. Le journal de ma mère, a-t-elle expliqué, et la lettre qu'elle a écrite quand j'ai annoncé mes fiançailles avec ton père. Tu trouveras des similitudes frappantes avec la façon dont j'ai réagi à tes fiançailles. J'ai levé les yeux, stupéfaite par la vulnérabilité du geste. J'essaie, Rebecca, a-t-elle dit doucement. Je ne sais pas comment arrêter de contrôler complètement. C'est trop ancré. Mais j'essaie de voir le schéma et de le briser. Merci, ai chuchoté, véritablement émue. Cela signifie plus que tu ne le penses. Le matin de Noël m'a trouvé en train de distribuer des cadeaux à l'hôpital pour enfants de Boston, mon père me rejoignant de manière surprenante, maladroitement au début, puis avec un enthousiasme croissant alors que les enfants réagissaient au présent. Ce soir-là, mon appartement s'est rempli d'amis, de mon frère et de Melissa, même de mon père pendant quelques heures avant qu'il ne retourne auprès de mère, qui avait décliné mais sans acrimonie. À l'approche de minuit et après le départ du dernier invité, je me tenais à ma fenêtre, regardant la neige tomber sur Beacon Hill. 6 mois plus tôt, je planifiais un mariage avec un homme qui me voyait comme un sujet de recherche. Maintenant, je me tenais dans mon propre espace, faisant mes propres choix, construisant des liens authentiques. La reconstruction n'était pas terminée, ne le serait peut-être jamais, mais les fondations étaient solides. Pour la première fois de ma vie, je ne me rebellais ni contre le contrôle de ma mère ni ne m'y soumettais, je ne tombais ni dans la manipulation ni ne construisais de murs contre elle. Je devenais simplement moi-même. Vous êtes-vous déjà demandé si les personnes qui prétendent vous aimer le plus sont celles qui vous freinent vraiment? Chacun a son propre programme. Quel est le vôtre? Aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires qui explorent le côté sombre des dynamiques familiales et des relations.